Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast, épisode 55 aujourd'hui. On reçoit enfin le nouveau coach Evan Klein et du coup on va faire un Q&A histoire de le présenter pour ce premier podcast en sa présence. Le premier en tant que coach, le deuxième sur ce podcast. En tant qu'invité. Ça c'est il y a un an et demi au moins, je crois, un truc comme ça. Parce qu'on a quand même 55 épisodes, attention. Euh, du coup, on va faire un petit Q&A, mais si tu veux te représenter rapidement, je te mets dans la sauce. Du coup, moi, c'est Evan Klein. J'ai 21 ans. Ça fait un peu moins de 3 ans que je coach. Et du coup, je suis le troisième coach Kiritsu pour continuer de faire grandir cette équipe. Masterclass. Du coup, on va démarrer direct, vu qu'on est un peu dans le thème. C'est quoi les perspectives d'évolution chez Kiritsu maintenant qu'on a recruté un coach? Genre, c'est quoi un peu les plans dans l'avenir pour la structure? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Je laisse le CEO. Ah, c'est à moi de répondre. Alors, Est-ce qu'il faut leak? est-ce qu'il faut leak? Leak quoi? Il y a quoi à leak? Il n'y a rien à leak pour l'instant. Tout a été leak. Enfin, si, il y a déjà un truc qui a été leak sur le prochain podcast, mais c'est tout. Parce qu'on l'a déjà enregistré. Alors, les perspectives d'évolution, déjà, la première était bien sûr, de faire grandir l'équipe de coach, forcément, pour pouvoir aussi se développer, parce que qui dit rajouter un coach, ça veut pas juste dire rajouter une personne qui va, entre guillemets, permettre d'avoir plus d'accueil aussi. Ça permet de rajouter un petit élan de nouveauté, entre guillemets, et surtout que une personnalité différente, ça permet aussi potentiellement d'ajouter un profil différent chez qui les athlètes pourraient être intéressés, potentiellement aussi une manière de travailler un petit peu différente, parce que chez Kiritsu, on n'est pas c'est pas une manière de coacher. Il y a bien sûr une ligne directrice sur laquelle on s'accorde tous les trois, et on a relativement les mêmes avis sur énormément de sujets. À la fois, il y a quand même des avis qui divergent, pardon, donc qui divergent, que ce soit entre Nathan et moi ou entre Nathan et Evan, ou enfin bref, peu importe, on n'a pas forcément des avis tranchés sur tout. Donc il y a ça, et puis on n'est pas fermé à recruter d'autres coachs dans l'avenir. De toute façon, c'est le but. Le but, c'est de créer la plus grande équipe de coaching de France, meilleure équipe de coaching de France. Voilà, c'est les croisades chez Kiritsu. Donc, donc voilà, et puis continuer à se développer. Les perspectives d'évolution, il y en a plein, potentiellement aussi proposer à terme des séminaires, des choses comme ça. Donc voilà, simple. Ok, de toute façon, on va avoir l'occasion de voir si on a des avis contradictoires avec ce Q&A. On va lancer vraiment la vraie première question. Les gars, vous pensez quoi de la sieste? Déjà, pourquoi c'est moi qu'on regarde à chaque fois en fait déjà, est-ce qu'on peut s'accorder sur je pense Il fait une sieste ici. Attends. Moi, j'ai commencé récemment à faire un genre, si j'arrive pas à dormir, au moins essayer de faire un genre de temps calme le midi. Genre où juste me pose 20-30 minutes et au moins j'essaie de soit au minimum lire si vraiment j'arrive pas à ne rien faire, et sinon ne rien faire ou essayer de dormir. Et en vrai, masterclass. Tu fais des siestes maintenant? J'ai fait une sieste midi, mais parce que je t'ai éteint. je me suis levé à 6h15. Non, moi je fais des siestes quand j'arrive à. En fait, le problème, c'est que la nuit, je mets 30 secondes creux à pioncer, mais en fait, le problème, c'est que si je vais faire une sieste le midi, le temps que j'arrive à m'endormir, en fait, je suis fatigué, je m'endors quand je suis en train de faire autre chose. Par contre, dès que je veux m'endormir, en fait, mon corps ne veut plus dormir, en fait. Donc, je l'ai un peu dans le cul. Donc, des fois, je mets 10 minutes à m'endormir, sauf que j'ai lancé le réveil. Sauf que je m'endors, au final, je dors pas ou je dors trop, ou je dors pas assez. Donc, c'est un peu la merde. Mais je me réveille 7 minutes après. Ouais, de toute façon, moi, généralement, c'est toujours entre midi, 14h, je suis chill, je fais rien, je travaille pas, et après, je travaille tout le reste de la journée. Donc, voilà. Mais du coup, tu fais des siestes quand t'en ressens le besoin, ou c'est une voilà, ce midi, je suis en train de pioncer, donc je me suis dit, ok, je vais m'allonger. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Enfin, par travailler, je m'entraîne pas, je mange pas, je bois pas. Donc, j'en ai profité pour pioncer. J'ai fait une petite heure de sieste, tu vois, mais à part ça, pareil, tu te réveilles d'une sieste, j'ai la tête dans le fion. Après, moi, c'est il me faut 3 heures pour me remettre d'une sieste, donc
Ça dépend, elle dure combien de temps? Ouais, c'est ça. De toute façon, en vrai, de ce qui est, de toute façon, based, c'est soit tu fais 30 minutes et moins, enfin, genre, tu fais genre 15-20 minutes, En fait, ça dé- dans tout de temps calme entre Le l'endormissement et le réveil, soit tu fais vraiment un cycle, tu vois. Mais si tu fais entre, bah, t'es baisé. Mais comme la nuit, si tu te réveilles en plein milieu d'un cycle, t'as l'impression d'être explosé, tu Le vois. problème, moi, c'est que de base, je dors très mal. Tu vois, je me lève entre 3 et 4 fois par nuit. Mm. Euh, En vrai, je pense à chaque fin de cycle, je dois me réveiller. Je pense, même des fois pendant les cycles, tout le temps, je dois avoir 2 heures de sommeil intercalées comme ça, en fait. Voilà. Mais le problème, c'est que si je fais une sieste, généralement, en fait, je me réveille, j'ai l'impression d'être dans un autre monde à chaque fois. Donc, j'ai besoin de me doucher, j'ai transpiré. Tu sais, c'est les siestes où tu finis avec le t-shirt trempé, là. Donc c'est pas zinzin. Toi, Voilà. tu fais pas de sieste. Moi, Et, que au quand CrossFit, genre hier, quand tu t'es explosé, mais. Tu peux pas, il travaille trop. j'en ressens le besoin, tu vois. Ok. Genre, ça va dépendre, mais C'est si t'es en dette, en gros. Ouais, exact. Ouais. Si je suis en dette, je peux faire une sieste, je vais max 1 heure, à part que si hier, par exemple, je suis éclaté, mais sinon. Est-ce que t'as pioncé à la box de CrossFit sur le canapé Ouais. en combien de temps? Au moins 2 heures, je pense. Ouais, Au moins 2 heures. Au avec, moins. avec le bruit et tout? ouais, non, mais. C'était trop bien. Il s'est fait réveiller pour un dérac. Oh, le mec, et tu le réveilles la tête dans le fion. On va pas citer le nom, mais. Mais ouais. Et t'as des athlètes qui le font ou genre tu l'as déjà conseillé à un Ouais, gars? je l'ai déjà conseillé à pas mal d'athlètes qui pouvaient pas forcément avoir leur quota d'heures de sommeil La nuit. tu vois, la nuit. Donc, je leur conseillais de faire des siestes. Mais ouais, c'était que dans ce cas-là, en soi, des personnes qui n'avaient pas de sommeil qualitatif ou autre, tu vois. Ouais, donc c'était tout le temps pour rattraper de la dette, Ouais. quoi, en gros. Ouais, c'est du réactif. Moi, c'est ce que j'utilise. Ok. Moi, vraiment, c'est pas du réactif parce que je dors vraiment bien la nuit. Mais genre, c'est juste histoire de couper la journée. Après, c'est parce que on a le luxe aussi de le faire. Mais vraiment, de prendre 30 minutes, ça tombe bien après manger, tu vois, Mhm. t'as un peu envie de pioncer, pour juste avoir un moment où t'es pas du tout stimulé, tu vois. J'ai l'impression que ça relance un peu un Une pic et deuxième journée, après, entre guillemets, ouais. ouais. Genre, ça permet de couper un petit peu et au final d'être un peu plus productif. Mais j'ai pas énormément de recul dessus, comme dit, mais puis il y a des fois où de toute façon j'arrive pas à dormir, donc je regarde le plafond, mais même juste ne rien faire, tu vois, c'est apaisant, ouais, je trouve. Le Moi, problème avec ça, c'est que quand je vais pour une sieste, je pense à tout ce que j'ai à faire, genre Ouais. l'après-midi, tu vois. Du coup, je galère à m'endormir en plus de ça. Parce que t'as l'impression de pas avancer. Ouais. Ouais, mais faut reboot le cerveau. Genre moi je le mets en mode je me l'impose comme si c'était un truc. Et au final, avec un peu de recul, tu te rends compte que bah, la journée, tu la tiens mieux. Ouais. Donc au final, l'un dans l'autre, t'es plutôt gagnant parce au lieu d'avoir envie de pioncer toute l'après-midi, bah, t'as pris le temps de pioncer. Du coup, après, ça va un peu mieux. Ouais, hein, sur leur pause de midi, je leur dis tu manges et tu pionces. Hein. Je leur dis tu te mets un réveil 20 minutes et en avant, quoi. Ça fait, mais bon, vu qu'ici c'est la startup Kiritsu, on fait tous les trucs un peu modernes, genre la sieste le midi. Mais toi, C'est tu le quoi ça? conseilles à des athlètes? Ben moi je le conseille quand le mec est genre en dette, mais le problème c'est que si le gars est en dette parce que son organisation le veut, ben et qu'il a pas d'autres moyens, c'est cool, mais Ouais, c'est la dernière solution, entre guillemets, s'il bah peut ouais, pas l'idée c'est quand réorganiser. même d'essayer de régler le problème si tu dors mal au lieu d'essayer de rattraper ton sommeil, Ouais. essayer juste de dormir mieux. Après, sinon, c'est les mecs vraiment en termes d'emploi du temps quand c'est pas possible, tu vois. Je leur dis, ben, plutôt que d'essayer de manipuler ton emploi du temps pour commencer plus tard ou te coucher plus tôt, ben, juste trouve un moment dans la journée où tu peux. Je crois que c'est Alexis Dopété qui fait ça, genre, Une sieste, ouais. il fait la Ouais, sieste, je je le crois. disais, non, c'est pas ça, je crois. Parce que, genre, il peut dormir que 6 heures. Donc, il fait genre 2 heures de sieste en début d'après-midi, tu vois. Mais, enfin, je sais pas s'il fait encore ça. Mais, dans le cas où la nuit est mauvaise, j'essaie plutôt de dire, genre, plutôt que mettre un pansement, c'est de régler le problème de pourquoi la nuit elle est mauvaise, tu vois. Je pense que c'est plus intéressant. T'avais un truc à rajouter, Nathan, ou pas? Je n'ai rien à rajouter. Moi. Ok. Prochaine question, vu que là, on est, toi, ta comp demain, t'as des athlètes demain, nous, on est à Nancy, on a 17 athlètes ce week-end. 17 athlètes ce week-end. Du coup,
Il y a une question autour des prépas. Qu'est-ce qui peut faire qu'une prépa ne se passe pas correctement? Du coup, il y a beaucoup d'aspects, mais Moi, justement, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais à la fois les essentiels, c'est pas forcément. En fait, ce qui compte, c'est ta prépa. De toute façon, tu sais très bien si elle a chier quand tu la commences généralement. C'est-à-dire que tu vas commencer ta prépa pour une compétition. déjà, c'est quoi prépa pour toi? Le timing, c'est quoi? On parle de quoi? Quand je parle de prépa, je veux dire le dernier Dernier bloc. bloc, tu veux dire? Ouais, parce que 3 mois avant, tu sais pas si ta prépa va être rachetée ou pas. Par contre, le mois avant, tu vas faire ta prépa. T'as beau faire ce que tu veux. Si les 2 blocs d'avant, c'est à chier, à moins que vraiment tu modifies tout, ce qui n'est pas réellement la meilleure des choses à faire à chaque fois. Les idées sont quasiment jetées au moment où tu Ouais, c'est ça. un peu ce que tu as construit avant, quoi. Tu peux sauver les meubles, mais à la fois, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus zinzin. Moi, je dirais, c'est vouloir absolument se reposer plus et faire plus que ce que tu fais toute l'année, tu vois. Genre moi, le classique, l'athlète qui me dit non, mais chill, j'ai posé une semaine de congé pendant mon taper, tu vois. Ou pendant ma dernière semaine. Je lui dis, mais en fait, j'en sais rien, mais prends ton congé, mais tu vas faire des randonnées, en fait, parce que sinon, en fait, le mec va avoir justement il va avoir un pic de fatigue plus tôt parce qu'il aura récupéré mieux. En fait, ça va tout dérégler, en fait. Parce que ce que fait le mec à l'année, c'est sa baseline, c'est par rapport à sa baseline de fatigue qu'il a, en fait, sur ce qu'il fait. Le gars prend un congé sur son taper, tu lui fais pas de taper. Mais vraiment. Ou alors, je lui fais un taper moins agressif. Ou alors, je lui dis, bah, quitte à prendre une semaine de congé, prends-le après ta compétition, tu vois. Comme ça, tu récupères, tu chill, tu vois. Tu fais un peu ce que tu veux. Mais pendant la compétition, c'est vraiment pas le truc à faire, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que je conseille pas. J'en ai plusieurs qui avaient fait ça. Et bizarrement, tu vois, les mecs me disaient, putain, je me sens trop bien sur mon taper. Ouais, trop bien. Et toi, t'es là, ton écran, t'as le point. Putain, merde, du coup, je rajoute 3 séries sur la semaine, tu sais. Et là, on disait que les dés, ils étaient un peu jetés avant la prépa. Vous pensez que c'est quoi le pire d'attaquer la prépa déjà très atteint en termes de fatigue ou l'inverse, genre d'être trop bas en termes de stress, d'être trop loin de. En fait, c'est 2 extrêmes, mais. Genre, quand tu arrives à 4 semaines ou 5 semaines en fonction de combien de temps dure ton picking, c'est quoi le pire entre être vraiment trop bas en termes de stress, genre t'as rien accumulé, ou t'arrives, tu commences déjà à être un peu bousillé sur le fil? Moi, je pense que le mieux, ce serait quand même d'arriver et t'as quand même de la réserve, tu vois. Au pire, tu piques un peu plus d'habitude, tu vois, c'est ça. Parce que si t'as une dette de fatigue, ça va être compliqué à gérer sur 4 semaines de récupérer plus, de voir au pied derrière, tu vois. Ok, tu penses c'est trop compliqué de maintenir, genre de maintenir l'état de fatigue? Ouais. Ça dépend du niveau de fatigue, en fait. Mais ça va dépendre de qui t'as aussi. Parce que moi, j'allais dire, j'ai quand même l'impression que le pire, c'est d'arriver et d'être à 4 semaines, d'être très très loin de ton. C'est ce que j'allais dire. Alors, je trouve que c'est plus tricky d'être très loin de ton niveau de fatigue. Parce que le problème, c'est que tu sais pas comment va réagir ton athlète quand tu vas. T'as dit quoi? J'ai dit, on l'a vu avec toi, en vrai. C'est pour ça que je pense à ça. Parce que Quel goût. Ça, tu vois. Non, moi je suis d'accord avec Nathan, mais en gros, le problème c'est que si tu démarres trop haut, tu peux très bien juste, par exemple, sur tous tes jours, hormis ton top 7, tu gardes la même baseline, tu changes rien, le mec fait les mêmes secondaires, les mêmes ternaires, tu sais que dans tous les cas, sa baseline, elle va être gérée par ça. Et après, juste les top 7 qui vont venir évoluer. Le mec a déjà son niveau de fatigue. Ce que tu as à faire, toi, c'est l'entretenir, tu vois. Parce que je veux dire, je trouve ça plus facile d'entretenir quelque chose que d'augmenter quelque chose et de pas être sûr de qu'est-ce qui va se passer. Ouais, mais ça dépend. Parce que imagine, tu sors de, je sais pas, 3, 4, 5 semaines où le mec est déjà fatigué, tu vas le pousser encore sur. Je le pousse pas. Tu maintiens ce niveau de fatigue, mais combien de temps il peut maintenir? Bah, ça dépend. Déjà, ça dépend si j'ai 4, 5, 6 semaines avant ma comp. Si j'ai le luxe d'avoir du temps, c'est-à-dire j'ai à minimum 5 semaines, le mec, je lui fais juste une semaine d'intro. Je le deload assez agressivement pour revenir à une fatigue qui est un peu plus moyenne. Et après, je remonte. Et je fais ce que j'avais envie de faire. Mais genre, le mec, il arrive, il est déjà entre guillemets, très fatigué. Je vais pas changer. Je vais juste garder exactement le même bloc. Et je vais, si il est déjà sur des singles, je garde des singles et j'augmente un petit peu. Juste, en fait, adapter mes jours primaires en fonction. Et je vais pas changer la charge.
hormis du coup sur les top 7. Je peux très bien garder la même chose. Moi, dans ce cas-là, tu vois, j'ai l'impression que si t'es pas un golemon et que tu le pousses pas, tu vas pas aggraver le truc. Et au pire, ce qui peut se passer, c'est que du coup, son niveau de forme va être le jour J peut-être un peu plus bas parce Ouais. que en voulant entretenir le truc, t'as un peu ralenti, mais pas au point où le mec va carrément, tu vois, une fois que le pic il est passé, il va redescendre. Alors j'ai l'impression que si tu es très très loin, tu sais, c'est un peu le train, il est passé et tu peux pas rattraper le wagon, tu vois, genre. Tu vois, je te donne l'exemple, c'est ce que là avec Ilyes, sur ses derniers blocs, ça fait 3 blocs. Je l'ai bousillé à chaque bloc, tu vois. Vraiment, je l'atomise. C'est-à-dire qu'il avait vraiment des. Bon, les secondaires, etc., étaient pas légers, mais c'était pas non plus ultra agressif, tu vois. Par contre, ces top 7 à chaque fois, quand il arrivait en fin de bloc, ils étaient. Fallait les encaisser, tu vois. Genre, il a fait un 3x300, un 2x315, etc., etc. Et la technique, là, ce que j'ai fait, parce que du coup, il avait 5 semaines avant sa comp, c'est que je me suis dit une semaine d'intro. Et en gros, au lieu de garder des incrémentations qui sont un peu plus petites, j'ai démarré plus bas et j'ai juste fait des incrémentations beaucoup plus importantes en fait. Comme ça, tu as beau avoir la même durée de bloc, foncièrement, il va juste récupérer Ouais. plus agressivement et tu vas arriver au même point, c'est juste que tu auras fait des jumps bien plus importants. Mais du coup, là, c'est dans ce cas où, par exemple, Ilyes, il est arrivé fatigué, mais pas bousillé non plus, tu vois. Après, si ton athlète il arrive bousillé juste avant sa Oui, course, non, mais voilà. c'est un problème déjà, tu vois. Mais à ce moment-là, le mec, Je préfère avoir un athlète hyper bousillé ou un athlète qui est Ouais, beaucoup c'était trop. vraiment les deux Ouais, extrêmes, tu c'était vois. les deux Mais extrêmes. pour moi, genre, si le gars est bousillé, tu peux lui réduire un peu le stress, tu vois. Ouais. Alors que si le gars est vraiment trop peu fatigué, tu vas devoir faire tellement des jumps importants de semaine en semaine que si ça se passe mal dès le début, tu vois, ça va être chaud, tu vois, parce que le gars il va pas prendre le momentum du bloc, tu vois, va pas y avoir de dynamique parce qu'en fait, il va courir à chaque fois après, si la première semaine, elle se passe mal, en fait, il a pas de dynamique, tu vas rajouter 15 kilos la semaine d'après, bah, Après, ça arrive rarement, à moins que le mec te prévienne au dernier moment, bon, je fais cette comp, bah, écoute, on adapte, mais à ce moment-là, moi, quand le mec est trop bousillé, je préfère juste, en fait, garder la dynamique que j'avais prévue et à la rigueur, juste intégrer un taper en fonction de comment il se sent à la fin, tu vois. Même ne pas mettre de taper, tu vois. Voilà, Juliette, elle voulait faire, pareil, le girl power, tu vois, je lui ai dit, bah, ok, bah, on fait pas de prépa, j'ai juste fait finir son bloc en 3 semaines au lieu de 4, et il n'y a pas de prépa, il n'y a rien qui se passe, tu vois, parce qu'après, elle a les France Open derrière. La question de base, du coup, c'était qu'est-ce qui peut faire qu'une prépa se passe mal? Du coup, on a vu, c'est vouloir changer des trucs, changer ses habitudes, même si ça part d'une bonne intention de vouloir faire mieux. Est-ce que vous voyez d'autres trucs autour de cette question-là? Essayer absolument de PR sur son bloc de prépa, ça c'est le truc qui à chaque fois va faire que. Et se surestimer le temps. Oui, je Ouais, préfère un. Hein? ça va un peu ensemble, du coup. Et je préfère un mec qui se sous-estime. Et à la rigueur, le mec, je lui fais pas de taper, tu vois, je lui fais une continuité de bloc parce que je vois qu'il a été trop chill. Et de toute façon, dans tous les cas, je veux dire, moi, on ne sous-estime pas parce que c'est nous qui progrons les charges, tu vois. Mais si je vois que le mec est trop large, qu'il finit son pic RPE7, bah, let's go, tu vois. Genre, je veux dire, je vais juste ne pas faire de taper, garder la même structure que j'avais. De toute façon, c'est généralement moi ce que je fais quasi ça tout le temps sur le bench. Tu vois, je ne taper quasiment plus personne. Et sur le bench, en fait, je fais finir ma dernière semaine de pic RPE 8, 9, grand max. Sur mes autres formats, je fais en sorte que ce soit compté comme une semaine intermédiaire, pas comme une semaine de fin de bloc, et je fais sur mon taper. Je donne l'exemple de Donovan. Donovan, il finit sur un PR sur sa semaine de taper, 110 x 5, tu vois. Son max, c'est 120. Là, il a sa comp dans 3 jours, tu vois. À la fois, tu as plus de chances, surtout sur le bench, de foirer en essayant de deload le mec que juste d'entretenir quelque chose que tu sais qui va fonctionner. En fait, des fois, à chercher la surcompensation, tu te retrouves à Le mec a pas de niveau. déconditionner l'athlète. Bah, enfin, même avec un mec à un gros niveau, parce que tu regardes
Au final, toi, tu benches quasi 200. Ouais, je bench pas quasi 200. Demain, je bench 200. On saura. Demain, tu vas bench 200. Au final, t'as fait 192 la semaine dernière, mais on a gardé exactement la même structure de semaine et on a continué à pousser sur ta S4, tu vois. C'est ça. Donc, Après, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir de l'expérience et de me connaître, tu vois. C'est-à-dire que je sais que la 192, bon, c'est un PR, tu vois, plus 2.5, je sais qu'elle est passée lentement, mais j'étais fort dessus. ouais. Je sais que sur les blocs précédents, sur ma S3, je me sentais toujours Gaze. je me sentais toujours plus fort que les semaines d'avant, mais pas extrêmement fort. Et je sais que plus derrière mon ternaire, je le sens lourd, et plus mes jours de début de semaine sont difficiles, au plus je sais que mon dernier jour, ma troisième fréquence, je peux lâcher les chevaux, je vais être exceptionnel. Ouais. C'est là le truc un peu tricky, c'est que du coup, t'es là en mode, la 192, elle est dure, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est parce que genre c'est un peu mon time to peak entre guillemets, ou est-ce que c'est parce que le mec est bousillé et Et après, je le vois aussi, tu vois, parce que je sais très bien que si ça avait été ma dernière semaine, enfin, si ça avait été le point de rupture, entre guillemets, mon time to peak, je sais très bien que sur mon début de semaine, j'aurais été cabossé, tu vois. Ouais. Et que je n'aurais pas su l'encaisser. Et là, au final, c'est passé encore plus facilement que la semaine d'avant. Ouais. Donc, je sais très bien que fin de semaine, tu vois, mon 5x7 à 140 hier, bon, je suis censé faire 137, mais en amont. Donc, voilà, mais je l'ai senti dur, tu vois. Quand tu regardes en vidéo, ça passe bien. Je sais très bien que ouais, demain, là, tu sais que ça va être zinzin, tu vois. Demain, ça va être légendaire, tu vois. Je sens que j'ai le pec qui me tend un peu, tu vois, pas énormément, genre 0,5 sur 10, tu vois. Mais je sais que derrière, ça veut dire que j'ai les pecs suffisamment tendus pour place une 200, en fait. Tu vas m'empêcher. Tu vas faire quoi comme jump, Nathan? 70, 85, 200. En homme, quoi. Monsieur Noah Bellal m'a dit jump de dopé. Voilà, j'ai dit. j'ai dit qui sait ce que il m'a dit. J'ai dit qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas dopé? Il m'a dit tes performances. J'ai dit ça le chien en fait. 200, 200, 200. Donc voilà. Je me calme sur l'eau parce que. Donc ce que tu disais, c'était du coup pas se surestimer sur la prépa. Bah, ça, c'est le problème aussi quand tu prog en RPE, tu vois, c'est que bon, après, tu peux aussi juste mettre une échelle de charge à la personne, tu vois, mais le problème, c'est que le mec sait déjà ce qu'il veut faire à la fin du bloc, alors que toi, tu sais très bien en tant que coach qu'il n'en est pas capable, en tout cas pas capable c'est pas le but, en tout cas, de la dernière semaine, sauf que le mec va absolument vouloir le faire, donc le mec va se retrouver à être nerf, en fait, sur sa comp, il va être fort à l'entraînement, hein, mais par contre, il va arriver à la compétition, en fait, tu leur as accumulé trop de fatigue, tellement de fatigue que ça va pas être rattrapable par le taper sans déconditionner l'athlète. En fait, le taper est pas magique, c'est-à-dire que si tu bousilles trop l'athlète, tu peux taper beaucoup plus agressivement. Mais le problème, c'est que tu risques certes, qu'il récupère nerveusement, mais par contre, de le déconditionner quand même en réponse à cela. Tu vois. Alors que si le mec, tu le fais finir 8,5, 9 avec des poussières, et que tu le bousilles, mais que c'est rattrapable, là, ça va, tu vois. Mais ça, c'est le syndrome du SBD, du réel SBD one week out. Tu vois, genre, c'est vraiment faire la comp avant de faire la comp. Et ça, ouais, c'est ça. Ou alors, tu vois, les mecs, un mois avant leur comp, ils sont déjà petits sur des singles, tu vois. En mode, mais. Tu vois, ça, c'est quand même plus les débutants, ou tu vois, les personnes qui arrivent quand même dans le sport, où ils ont besoin de se mettre en confiance, de se dire ok, j'ai sorti, je sais pas, 170 dans ma prépa. Du coup, je peux espérer chercher une 180, tu vois. Après, le problème, c'est qu'ils ont le niveau pour aussi, tu vois. C'est qu'en fait, ça peut le faire quand quand tu squats, quand tu terres 180, tu vois. Tu peux être 180 RPE 10 un mois avant ta comp, tu peux quand même faire 190 le mois d'après, tu vois. Ou alors, il faut que le mec soit une capacité de récupération gifted, tu vois. Genre, Ilyes, je peux le bousiller 2 jours après, il me dit quand est-ce qu'on te cote 300, tu vois. Ça, c'est Samsung. Hein? C'est Samsung, ça. Non, mais moi, tu me fais squat ne serait-ce qu'au-dessus de 40, il me faut 3 mois pour m'en remettre, tu vois, donc c'est pas la. J'ai vu ton prochain blog, t'inquiète. Hein. Ah ouais? Pourquoi je l'ai pas vu encore, en fait? 6 fois 1 175. Tu vas bench 95 maintenant. Ah oui, il y a un bench où tu seras en dessous de 100 kilos.
Pourquoi? Chill, t'inquiète. T'as mis ma prog? Mais va pas regarder. Va pas regarder. Mais je vais regarder en plein podcast, en fait. Je vais t'insulter en plein podcast. Est-ce que toi, Evan, tu vois d'autres trucs par rapport à ça, justement, genre, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent faire foirer une prépa, tu vois? Là, du coup, moi, j'allais dire, c'est le fait de partir avec des charges déjà en tête. Genre, avoir fait ta prog. ouais, c'est ça, le jour J, j'ai envie d'avoir telle et telle charge. Du coup, ça va conditionner en vrai ta prépa. À part si tu si tu canalises ton athlète avec des charges imposées ou une fourchette de charge, tu pallies un peu, tu règles un peu ce problème. Mais tu sais, souvent, tu as des athlètes qui vont chercher à. Ça peut les casser aussi, tu sais. Ouais, genre, du coup, vu ouais. que tu les freines, bah, eux, en fait, ils perdent le mood, tu vois. Après, tu peux aussi. Ouais. Tu peux aussi. Bon, c'est pas vraiment. Là, c'est pas la prépa qui va se passer, c'est la comp, mais c'est de pas être objectif sur la prépa que t'as fait, tu vois. De te dire, genre, je sais pas, genre 2 mois avant, j'étais grave bien, donc je me projetais sur ça il y a 2 mois, mais en 2 mois, il se passait des choses. Ouais. Mais rester sur son plan de match que t'imaginais un peu il y a 2 mois, tu vois. Là, on le voit parce que on est en train de faire les plans de match avec tout le monde et t'en as, c'est un peu délu, tu vois. Je leur laisse pas le choix pour le plan de match, donc au moins c'est chill. Non, mais oui, de toute façon, on est là le jour J, mais voilà. Mais après, c'est leur dos, tu vois. Ouais. Tu vois, C'est un peu dans la même veine, tu vois. Toujours, c'est un peu ce truc de pas réussir à se détacher du chiffre. Ouais. Et bon, il y a le fait de vouloir prévoir son bloc à l'avance, le fait de pas être objectif, et aussi le fait de vouloir renier sur des standards pour passer certains paliers de charge, tu vois. SO Pierre. SO Pierre, tu vois. SO Pierre, mais non, mais oui, mais enfin, c'est un truc, enfin, je veux dire là, en l'occurrence, oui, mais c'est un truc que beaucoup d'athlètes font. Dans le cas de Pierre, c'est un truc qui est là depuis plus longtemps, non? Ouais. Ouais. Mais oui, mais c'est un truc aussi, c'est de vouloir renier sur les standards pour aller à certaines charges, tu vois. Alors, c'est un peu tricky parce qu'en vrai, tu as des athlètes, ça passe, et tu as des athlètes, ça casse, tu vois. Mais Moi, je rogne sur ma def au squat, c'est positif, tu ouais, il s'agirait. Ça gérait. Bon. T'as dit quoi, ça, Après, pour squat de 20. En légende. Et crois-moi, demain, mes warm-up, je crois que c'est dur. Je dis, bon, allez, mettez-moi 200. 200 en légende. Putain. Mais ouais, j'aurais dit ça. Et sinon, un truc qui peut faire qu'une prépa se passe mal, c'est quand t'es coaché, ça arrive pas normalement. Mais si t'es seul, c'est de considérer qu'il y a un picking. Donc, tiens, on va faire un truc différent. Ouais. Genre, le bloc de picking, genre, je sais pas, tu vas te rajouter. C'est le Graal, tu sais, c'est Zerma, ça va changer. Ouais. C'est de pas reprendre exactement la même structure et juste considérer que c'est une continuité, tu vois. Alors, on en avait discuté, genre, je crois que je sais plus c'était avec qui. Je sais plus c'était avec qui qu'on en avait discuté, mais j'étais en mode, mais pourquoi tu essaies de. Tu sais, avec ces athlètes, ils étaient en mode, je sais pas quoi mettre en place pour le picking, tu vois. Je suis en mode, mais rien en place, en fait, juste. J'ai mis les trucs en place, en fait. En fait, ouais, mais en fait, il faut comprendre, le picking, le but, c'est pas de faire quoi que ce soit, c'est juste d'augmenter le stress pour qu'il y ait derrière une adaptation, tu vois. Ça s'arrête là, tu vois. Donc, il n'y a rien besoin de changer à part augmenter le stress. Tu peux le faire par 25 millions de choses différentes. Déjà, tu augmentes de 2%, tu as augmenté le stress, tu vois. Que ce soit le volume d'entraînement, l'intensité, etc. Ouais, et puis après, tu as peut-être, en termes d'état d'esprit aussi, j'aurais tendance à dire ce truc de vouloir survivre ton picking, tu vois. Genre être suractivé dans tes séances, tu vois, en mode t'es passé de ta week 4, c'est un bloc normal, et tu arrives en picking, du coup, en termes d'état d'esprit, mais ça rejoint un peu ce truc de vouloir faire tout bien. Tu arrives en mode chaque séance, t'as l'impression que c'est la guerre, tu vois. En fait, tu arrives, tu t'épuises. Ouais, là, SBD, S1, bon, déjà, j'en parle des SBD, mais S1, S1, t'es déjà en train de retourner ta salle pour ta single RPE6. Genre, tu finis tu fais ton terre à 70, tu dis à quoi? Tu parles de qui, là? SBD pour toujours? Non.
Oh. Non, non, un mec, c'est noir. Pas la couleur. Bon, Evan, première apparition, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que vous avez d'autres trucs sur la question? Je pense qu'on a fait un peu Non, le je pense qu'on a, tour. Ok. on a fait le tour. Les gars, c'est quoi votre avis sur l'essor des coachs en France? Genre, il y a quand même de plus en plus de coachs, groupes de coaching, en tout cas sur les réseaux. On en voit de plus en plus. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a du bon? Est-ce qu'il y a du moins bon? C'est quoi votre avis un petit peu là-dessus? Est-ce que Evan, ça participe juste du développement du sport? Cet avis. Ouais. Bah, C'est juste qu'il y a plus d'athlètes, donc il y a c'est plus de une coachs. bonne chose dans le sens où il y a de bons coachs qui sortent en France. Maintenant, tu as aussi énormément de fraude. Tu vois, du coup, ça met un petit peu parfois une étiquette, tu sais, sur l'image de coach. Tu sais, tu tombes souvent sur des athlètes que tu récupères ou qui ont entendu je sais pas, tu sais, une mauvaise réputation d'un coach et du coup, toi, tu peux en faire les frais si la personne ne va pas plus loin que jusqu'à l'entendu, tu vois. Ouais. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est une bonne chose parce que déjà, ça fait vivre le sport, ça fait grandir le sport. Comme dit maintenant, juste le métier et les années feront le tri en vrai entre les bons et les mauvais coachs, tu vois. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne chose. c'est ça. Après, ouais, Après, je savais moi, pas quoi dire. le truc entre guillemets, des fraudes, c'est aussi qu'il faut faire ton XP, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Genre, après, je pense que le truc, c'est que faut faire, je pense, attention à pas trop se mettre en avant au départ et à avoir déjà une image où les gens te connaissent un peu, alors que tu n'as pas encore beaucoup d'XP. Mhm. Parce que du coup, tu vois, moi, je me dis, si au moment où j'ai commencé, je faisais mes premiers coachings qui étaient un peu gaze, honnêtement, bah, j'avais l'exposition, enfin, je suis pas connu, mais genre l'exposition que j'ai aujourd'hui, en fait, je pourrais me coltiner direct une étiquette de mec guest, tu vois, alors qu'au final, Ouais, je suis j'étais d'accord. guest quand personne ne me connaissait. Donc, au final, les erreurs que j'ai pu faire, alors que tu vois, tu as beaucoup de gens qui sont un peu déjà influenceurs, tu vois, et qui démarrent leur activité de coaching. Et ça, je me dis, c'est vraiment un peu bourbier parce que du coup, si tes premiers coachings sont pas ouf, ce qui est normal, bah, en fait, direct, tu te mets une étiquette de bah, le coach est pas ouf, alors qu'en soi, c'est juste qu'il débute, tu vois, il a pas C'est beaucoup. même pas tant ça le problème, c'est que généralement, dans tous les cas, le problème, c'est que même les coachs frauduleux récupèrent des athlètes, ils les font progresser parce que la plupart de leurs athlètes qui récupèrent sont débutants. Donc, ils ont quand même une image de bon coach, mais c'est parce que les athlètes qui récupèrent Ouais. n'ont jamais rien vu d'autre. Tu vois. Donc, en fait, et honnêtement, on en récupère plein qui viennent, on crache sur personne, mais qui viennent de certains endroits. Et ils me disent, putain, mais en fait, ça fait tant d'années que je me faisais coacher et je comprends pas pourquoi je suis resté là-bas autant de temps alors que finalement, je vois les différences directement. Tu vois. Et c'est ça le problème derrière. Et il suffit que le coach en question ait un athlète phare, tu vois, un athlète qui un peu explose. Et c'est un truc qu'on dit souvent, mais un athlète talentueux, tu le donnes à n'importe qui, il progressera, tu vois. T'as pas besoin d'être Même nous, on en joue de certains de nos athlètes, alors que bien sûr. on sait très bien que le gars. Mais attention, la différence aussi, c'est que c'est facile de faire progresser cet athlète jusqu'à un certain niveau. Tu vois, je veux dire, nous, on a des athlètes qui sont très forts, on a récupéré, ils ont très vite progressé, mais derrière, c'est aussi arriver à les faire progresser longtemps. Ouais. Parce que l'athlète talentueux, c'est bien, il va arriver à un certain niveau très rapidement. Le truc derrière, c'est quand cet athlète-là, il va avoir ce premier palier de stagnation, est-ce que tu vas réussir à le faire passer au-dessus de ça, tu vois. Et moi, je veux dire, je pense pas être le meilleur coach, tu vois. Mais à la fois, la différence, c'est que moi, ce que j'ai comme problème, c'est ceux qui restent enfermés un peu dans leur truc. Tu vois. C'est-à-dire, ils sont en mode. Les problèmes, c'est que les coachs qui se lancent, ils ont ou jamais été coachés, donc et j'en ai déjà discuté quand j'avais fait des stories ou quoi que ce soit sur un certain sujet ou une publication, je sais plus, mais en fait, les mecs, ils sortent de STAPS ou de BP ou de CQP, ils essaient d'appliquer ce truc-là, et j'ai eu des retours justement
d'autres coachs, ils me disaient, mais en fait, j'ai commencé, j'ai essayé de faire ça, ça fonctionnait pas. Bah oui, on a tous essayé de faire ça, tu vois. Ça fonctionnait pas. Le 5-3-1, le 5x5, le truc. Moi, je vois des coachs on-air ou des coachs basic fit, j'ai rien contre eux, mais enfin, c'est pareil, c'est de la dope, tu vois. Le mec va progresser. Le mec, tu mets un 5x5 ou un 5-3-1, normal, tu augmentes sa fréquence, tu augmentes son volume d'entraînement, il va forcément progresser, tu vois. Le problème, c'est le palier, tu vois. Et le problème, c'est ça. Ceux qui sont jamais coachés ou qui n'ont jamais eu de mentorat, des choses comme ça, n'ont jamais été réellement formés au coaching en force athlétique, tu vois, ou dans les sports de force en général, et où l'athlète qui a déjà été coaché, mais qui a été coaché, qui connaît qu'une seule méthode dans sa vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il connaît son truc, il reste dedans, il ne se passe rien autour, tu vois. Ce que tu me dis, c'est de la merde. Non, mais je fais stratégie émergente, c'est tout. Je fais tel truc, c'est tout. Le mec, il est persuadé que ce qu'il fait, c'est la voie universelle. Tout le reste, c'est de la merde. Alors que foncièrement, on va pas se le cacher, toutes les méthodes de coaching fonctionnent. Ce qui compte, c'est, encore une fois, c'est la courbe SRA. Est-ce que ton stress est suffisant? Tu récupères, tu t'adaptes. Enfin. Et derrière, les outils que tu utilises pour arriver à ce résultat-là. Et bien sûr, il y a des méthodes plus adaptées que d'autres. Mais derrière, il faut que ton coach se forme. Et deux, surtout, si ton coach, déjà, il ne sait pas t'expliquer ce qu'il a fait, ça c'est autre chose. Mais deux, il faut aussi qu'il sorte un petit peu de sa bulle. Tu vois. Après, moi, je trouve que mine de rien, ça reste quand même positif. Alors, c'est pas, tu sais, c'est comme quand ça reste positif, hein, je dis pas le contraire. Ça avec des coachs qui vont se lancer, parce que c'est ce qu'on fait un petit peu dernièrement. Ils ont un peu des fois peur, ils se disent genre le marché est saturé, tu vois, mais en soi, c'est pas parce qu'un marché est saturé. Déjà, le marché n'est pas saturé, et puis c'est pas parce qu'un marché, il y a déjà beaucoup de services proposés que tu peux pas proposer un truc mieux, tu vois. Au final, je trouve que, ou différent. Je trouve qu'au final, le fait qu'il y ait beaucoup de coachs, ça pousse aussi à essayer de proposer. Tu vois, on en parlait dans le podcast la dernière fois. Enfin, du coup, c'est celui qui sortira. On l'a déjà tourné, mais c'est le prochain. 56, c'est vrai. Ouais. On disait, genre, au final, c'est cool parce que tu as de plus en plus d'équipes de coaching qui proposent. Enfin, je trouve que l'offre moyenne par rapport à il y a moi quand j'ai cherché un coach pour la première fois il y a 3 ans et demi, bah, c'est pas la même en termes de service. Moi, il y a 8 ans. Tu vois, il y a même pas de coach, tu vois. C'était 20, déjà, moi, à l'époque, c'était 25 € le coaching. Ouais. Donc, va trouver un coach à 25 € qui n'est pas frauduleux à cette époque. Bon, tout le monde se lance. Je ne dis pas que les coachs à 25 € sont frauduleux, bien loin de là, mais voilà. Mais ça n'avait rien à voir. En fait, les services proposés, c'était. Après, le seul truc, c'est que ben, tu as aussi un peu. C'est le problème de l'image, en fait, c'est que tu peux aussi avoir une très belle image, une très belle vitrine, et derrière, ton service, il n'est pas forcément à la hauteur, tu vois. Des coachs qui disent proposer des services, mais qui ne s'y tiennent pas. Et ça, il y en a énormément. Mais ça, encore une fois, comme Evan l'a dit, de toute façon, le temps fera le tri. Au bout d'un moment, ça va pas durer éternellement, quoi. Et du coup, c'est quoi vous conseillerez à des coachs qui sont Moi, pas brûler les étapes. Ouais. J'aurais tendance à conseiller de rester vraiment humble sur là où tu en es et juste continuer à se former et faire gaffe directement à l'image que tu te donnes, tu vois. Parce que ça, c'est un truc. Mais je pense que comme on en discutait avant dans la voiture, je pense que le fait quand tu commences à coacher, de coacher comme ton coach, c'est un truc qu'on fait tous. Mais la différence, c'est entre ceux qui arrivent à sortir de ça et ceux qui restent en mode bon, bah, je me fais coacher comme ça, donc je vais coacher comme ça. Et d'une part, je vais rester à coacher comme ça toute ma vie. Et d'autre part, je coach comme ça parce qu'on me coach comme ça, mais je comprends pas foncièrement pourquoi je fais ça. Tu vois. Il y en a plein qui font des choses, qui commencent. C'est le problème, c'est qu'ils commencent à coacher. C'est normal, tu commences, tu sais pas trop ce que tu fais, tu vois. Mais ils font des choses, ils essayent d'ajouter un petit peu de complexité dans ce qu'ils font. Mais en fait, foncièrement, ils comprennent même pas les bases. En fait, et nous, on le voit avec Nathan. De toute façon, demain, samedi, la publication sur la sortie de notre formation qui est déjà sortie depuis juillet. On a eu déjà une dizaine de coachs formés.
et c'est nous ce qu'on voit quand on les suit et qu'on les accompagne un petit peu dans le développement de leur coaching et surtout dans le développement de leurs compétences, c'est que la plupart des coachs qui, et en plus il y en a, c'est des coachs qui coachent déjà depuis un moment, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas une critique, c'est parce qu'on est là aussi pour leur permettre d'aller plus loin, mais des trucs très simples. L'exemple le plus basique avec Nathan, on a dû réexpliquer à tout le monde ce que c'était. C'est quoi? C'est le briefing. C'est la base, et la plupart ne le maîtrisent pas. C'est pas juste gonfler son ventre. C'est pas juste, ouais, mais on a eu l'exemple avant, juste du picking. C'est quoi un picking? Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire sur un picking? Bah non, on fait rien d'exceptionnel sur un picking. On applique la stratégie classique qui est j'essaie de blast mon stress en fonction de où je me situe en commençant mon picking. Tu vois. Ouais, la réponse classique, quand on demandait genre c'était genre on met des top 7 plus lourds, etc. Tu vois, alors qu'en fait, tu augmentes la spécificité, tu diminues le nombre de répétitions, pas forcément, tu vois. Ouais. Mais oui, ouais, c'est ça le gros frein, tu vois, à développer le coaching au final, c'est de trop complexifier la chose au début. Ouais, et de chercher à se démarquer en fait en faisant des trucs complexes et pas juste en fournissant un travail de qualité, même si c'est simple. Tu vois. C'était Thibaut Marty qui avait fait une story là-dessus, on lui avait demandé genre je crois qu'il a fait un Q&A et genre il y avait un mec qui avait demandé genre est-ce que un coach il se doit de tout maîtriser, genre savoir faire ES, savoir faire single à l'année, savoir faire TSG et tout. Et genre il avait dit, je crois que la réponse a été plutôt cohérente, c'était ce qui est bien, c'est d'abord de maîtriser un truc, tu vois, et ensuite essayer de s'ouvrir à d'autres façons de faire, tu vois. Moi, je ne saurais pas coacher en ES, hein. Je connais pas, je connais le concept. Essayer de l'appliquer. Tu peux essayer d'implémenter des petits trucs, tu vois, mais c'est comme moi au départ, on rigolait vachement du fait que j'étais un peu un Romain bis, mais au final, beaucoup plus ouvert. Ouais, je me suis beaucoup plus ouvert, mais mine de rien, au moins, ce que je faisais à la base, oui, c'était très très influencé par le coaching que j'avais à l'époque, mais au moins, je ne faisais pas un truc qui n'avait pas de sens, tu vois. J'étais très fermé à faire d'autres choses, mais au moins, ce que je faisais, je le faisais à peu près de façon cohérente et à peu près bon dans ce que tu faisais, mais si ça dépassait le spectre. Ouais, par contre, j'avais moins de réponses. Mais du coup, progressivement, bah, déjà, j'ai été coaché par d'autres personnes. J'ai Nathan qui était coaché par d'autres gens aussi. Donc, ça m'a enrichi de discuter avec lui. Je connais d'autres coachs avec qui on discute. Et au final, petit à petit, bah, tu consommes, que ce soit des discussions ou du contenu. Et au final, tu t'ouvres à d'autres choses, tu vois. Et je pense ça, je recommanderais, moi, à des coachs d'aller se faire coacher par des coachs qui ont une vision radicalement différente de ceux par qui ils ont coaché. Tu as été coaché par Corentin Clément, tu vas faire quelque chose de radicalement différent, tu vas juste vers du STS ou quelque chose qui s'en rapproche, tu vois, un truc très linéaire et un truc très de ES ou un truc très simple, tu vois, par exemple. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, deux méthodes vraiment. C'est très inspiré, quoi. C'est ça. Une bonne chose. Donc ça, et je conseillerais même aux athlètes, hein, mais surtout aux coachs, c'est d'aller voir autre chose en fait. Le problème, c'est que le but, c'est pas de coacher comme son coach. Le but, c'est pas d'être et il y en a plein, c'est d'être un énième enfant coach bis d'un coach bis d'un coach bis d'un coach bis. Et en fait, t'as un mec ou un coach ou une coach qui est à la fin de l'échelle, c'est qui est en bas là. Et elle s'est fait coacher par un coach qui s'est fait coacher par le même coach, qui s'est fait coacher par le même coach, qui s'est fait coacher par le même coach. Donc, à chaque fois, malheureusement, ça se dégrade. Donc, tu arrives à bas de l'échelle. La meuf ou le mec qui coach et qui coach comme ça. En fait, tu as 20% de ce qui se passe réellement en haut. C'est ça qui est dommage. Ouais, je suis d'accord. Puis, encore une fois, de toute façon, quand tu recopies un truc, de toute manière, t'en perds la substance un peu à la base de la réflexion, tu vois. Genre sur le papier, c'est la même chose. Mais vu que ça n'a pas été réfléchi, tu le fais pas vivre de la même manière en tant que coach, tu vois. Enfin, tu transmets pas la même chose à l'athlète, tu vois. Ouais, tu peux pas lui expliquer pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que tu as entraîné. Tu vois, j'ai été coaché par 4 coachs. Il y a certains coachs avec qui j'ai été coaché, il y a certaines choses qu'il y avait dans la prog que je n'étais pas du tout d'accord avec.
d'autres. Mais j'ai testé, tu vois. J'ai progressé avec chacun de mes coachs. À la fois, il y a des trucs que je retiens chez certains, des choses que je retiens pas chez d'autres. Et après, moi, j'ai fait parmi tout ça un peu mon micmac et aussi avec des formations que j'ai faites et moi tout ce que aussi il y a des trucs entre guillemets que je me suis construit moi-même, tu vois. Et derrière, j'ai fait un petit peu mon plat et ça fonctionne. Au final, même faire un truc et te faire coacher et ne pas être d'accord forcément avec ce que ton coach il te prescrit, c'est même enrichissant parce que finalement, ça te pousse quand même à te poser la question de toi, pourquoi tu trouves pas ça cohérent et toi, qu'est-ce que tu aurais mis en place, tu vois, et au final, en fait, c'est comme tester un truc avec un athlète et que ça ne fonctionne pas, genre, ça reste enrichissant parce que si tu comprends Tu sais pourquoi que ça fonctionne pas au moins. ouais, tu sais que ça fonctionne pas, et si tu comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu peux trouver ce qui fonctionne du coup. Donc, c'est un peu le même concept, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, sortez un Euh, petit peu des sentiers battus et allez ouais. voir autre chose un petit peu. Ça aide. Est-ce qu'on on change de question, les gars? On a fait le tour? Ouais, c'est bon, on a Ok. encore 3 questions derrière. Est-ce que le cardio, c'est vraiment un levier direct sur la performance en force athlétique ou ça reste toujours un levier indirect en mode, bah, vu que j'ai une meilleure santé, une meilleure récupération, je performe plus en force athlétique? T'en penses quoi, Fabien Chaumet? Hein? T'en penses quoi, Fabien Chaumet? Moi, je pense que ça reste toujours indirect. Je pense que ça reste toujours en direct. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec Sean de Upside Strength. Et c'est globalement ce qu'il m'avait répondu aussi, c'est que ça reste de toute manière toujours en direct. Le direct pour prendre la force, c'est faire du SBD, tu vois. Je veux dire, le reste, c'est de l'indirect. Donc, que ce soit de la diète, que ce soit de ton hydratation, ton sommeil, tes accessoires, bon, c'est un peu différent, mais tout ce que tu vas faire autour de juste faire squat, bench, deadlift, c'est de l'indirect pour moi sur la prise de force. C'est de l'indirect plus ou moins spécifique. C'est ça. C'est ça. Et de toute façon, on en a déjà parlé plein de fois, mais le cardio, récupération, prévention des blessures, réhab, c'est excellent pour la réhab. Enfin, augmentation de tes capacités de travail. Enfin, il y a plein de. Hein? Santé aussi, Ah oui, on purement est tout le temps en train de dire que la force, c'est un sport de long terme et que pour devenir fort, il faut pouvoir pratiquer longtemps. Pour pouvoir pratiquer longtemps, il faut être en bonne santé. Donc, ça reste. Mais ouais, pour moi, ça reste toujours un levier indirect. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Bah, comme il a dit Nathan, tu vois, c'est tout ce qui touche pas au SBD, en soi, ça reste plus ou moins indirect. Mais non, comme dit, je pense que c'est un levier à actionner qui va te permettre en fait de perdurer dans le temps pour pouvoir continuer en fait ton activité directe, du coup, la FA ou l'autre sport que tu pratiques. Donc, ouais, indirect. Par contre, je pense que c'est le truc le moins spécifique. Qui a Enfin, dans plus l'échelle du truc d'apport. le moins spécifique, c'est le Avec truc lequel tu auras ouais, le sur plus lequel de tu peux quand même résultats. avoir Ouais. le plus de résultats, tu vois. Après, c'est le meilleur investissement sur l'échelle du spécifique, je pense. Ouais, en termes d'entraînement, à l'opposé de, tu vois, tu ferais un truc hyper exotique en muscu, ça aurait vraiment zéro impact, alors que là, tu fais carrément un autre sport. Ouais. Genre, ça n'a aucun rapport, mais par contre, tu vas quand même en tirer des gros bénéfices, tu vois. Bah, en fait, c'est surtout, ça dépend de ta capacité cardiovasculaire de base. Tu vois. Si tu es déjà bien niveau cardio, ça va pas t'apporter grand-chose. Ouais, Moi, mais honnêtement, là, dans le groupe Kiritsu, il y a 95 personnes. Tu mets combien de personnes qui ont une capacité cardiovasculaire bah, ok. déjà, Clément et Théo, on les enlève même de l'équation, tu vois, parce qu'ils sont à 13 pas journaliers, tu vois. Euh, mais non, mais Là, dans t'as pas l'ensemble, beaucoup de mecs qui sont. Tu vois, moi, je dirais que quasiment 100% des mecs en bénéficieraient, tu vois. ouais. Toi qui en fais depuis quelques temps, est-ce que t'as vu une diff? Je marche surtout. Parce que moi, je. Hein? Tu cours pas. Non, mais je peux pas dire en podcast pourquoi, parce que ce serait malvenu, tu vois. Donc, non, mais tu vois, mais vraiment rien que la marche. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule en fait? Viré, c'est bon, allez, on arrête le podcast ici. Non, mais vraiment l'impact est énorme et surtout
Je dirais surtout quand tu pèses lourd, en fait. Déjà, tu dépasses un certain poids. Je pense que tu peux pas t'en passer. Moi, je sais que je passe de 5000 pas à ne serait-ce que 10 000, tu vois. Je sens mais une diff qui est légendaire, en fait, entre les deux. Il y en a 5000 pas, je monte les escaliers, je suis essoufflé. 10 000, je cours les escaliers, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, tu vois. J'exagère le truc, mais le trait, mais je veux dire, là, tu vois, je fais entre 14 et 20 000 pas par jour. Je pense honnêtement, je pourrais faire ça va être ridicule ce que je vais dire, hein, mais je pourrais faire un 10 km. Bon, techniquement, je serais à chier, je courrais lentement, mais je serais capable de le finir, tu vois. J'ai cru que tu allais annoncer un temps. J'attendais le temps que tu allais annoncer pour ton 10 km. J'avais très peur. 10 km, 31 minutes. Voilà. Et vous? Irox, c'est quand? Sub 1h15. Duo pro, sub 1h15. Quand? Mais juin prochain. avant Nathan, il fait 700 total. Ouais, ça doit être ça, ouais. Déjà 600. Et bon, toi, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que t'as un peu moins de temps, du coup, juste très ponctuellement, mais t'en avais un petit peu implémenté. TOV s'est fait voler son ordinateur à l'aéroport. Voilà. À Marseille. Bizarre. Bizarre. Est-ce que du coup, toi, t'as vu des différences, du coup? Ouais. Je l'avais implémenté là les 2-3 derniers mois. À part te déchirer les abdos. On va en parler. T'es déchiré les abdos? Non, je pense que j'avais mis. On en parlera en off. J'ai peur. Ouais, je l'avais implémenté il y a 2-3 mois, 2-3 mois avant mon moclit. Et en vrai, moi, ce que je peux en sortir, c'est que je me sentais bien moins raide sur mes séances. Je faisais 2 séances de cardio, une milieu de semaine, une fin de semaine, donc mercredi, dimanche. Et je me sentais bien moins raide, tu vois. Quand j'arrivais sur mes séances. Je commençais à être moins douloureux, tu vois. Donc, c'est là ce que j'en sors sur du coup 2-3 mois. Je pense que sur du long terme, tu auras déjà beaucoup plus d'aspects positifs à noter. Mais du coup, ce que je fais, moi, du coup, c'est que je commence à le programmer aussi de plus en plus maintenant si les athlètes en fait ont le temps et veulent investir aussi dans leur santé au-delà juste de leur performance, mais genre l'aspect santé, longévité. Déjà, tous les mecs qui me demandent 5 séances, ça part sur 4 séances de FA et plutôt que 5 séances de FA, ça part sur 4 et 1. Ouais, je suis d'accord. Et limite, j'ai même envie de dire les mecs qui peuvent faire 4 séances, je pense qu'il y en a même qui gagneraient à faire 3 et 1, tu vois. Je suis d'accord. Mais, voilà. Surtout les débutants. Ils n'ont pas besoin de. Surtout tout le monde, en fait, je veux dire. En fait, les débutants, pour, je pense, d'autres aspects, que je pense que les débutants, c'est plus dans un aspect, surtout quelqu'un qui n'a pas de passé sportif, création d'une base un peu, notamment en termes de pattern de mouvement. Sur un intermédiaire avancé qui bloque un peu, tu vois, surtout, ça peut vraiment aider à débloquer une certaine capacité de travail derrière. Le débutant, c'est vraiment genre développer de la motricité, genre apprendre à bouger. L'intermédiaire, c'est développer un peu de capacité de travail. Et le mec avancé, c'est entretenir et longévité et éviter d'être bousillé tout le temps, tu vois. En effet. Je pense. Mais dans tous les cas, tout le monde en bénéficie à différentes échelles, quoi. T'en programmes, toi, Nathan? Ça arrive. Mais en fait, le problème, c'est que j'aurais beau en programmer, ça va passer à la trappe, tu vois, pour la plupart. Donc, en fait, je le programme quand on me le demande ou quand j'arrive, moi, à en discuter avec l'athlète pour certaines raisons. Et je vais en programmer majoritairement de la Z2, de toute façon. Donc, ça, c'est pas le. C'est pareil, ne serait-ce que 20 minutes de Z2 dans la semaine, tu vois déjà la différence. Et puis voilà, et après, j'ai des athlètes qui font que je prog en cardio en parallèle du coup de l'AFA aussi. Par exemple, Justine. Moi, c'est vraiment un truc. De toute façon, on en a déjà parlé, mais je pense que le coaching, autour de l'AFA, ça va se polariser entre l'hyperspécificité et l'approche un peu globale. Et moi, c'est un truc en tant qu'athlète que j'ai envie de vachement partager pour vraiment donner envie à mes athlètes aussi de le mettre en place, tu vois, de voir que
Bah, encore une fois, on en parlait, cette histoire, cet aspect de je te dis pas genre de faire du cardio et moi j'en fais pas parce que L'exemplarité, tu vois. ouais, ce truc je suis d'accord. de ce que je te dis que ça fait une grosse diff et je me casse le cul à le faire, tu vois, parce que Et tu vois, moi, je le remarque, c'est que ton athlète, il te voit faire quelque chose en story ou quand on discute avec lui, il te pose des questions dessus, tu vois. Moi, ouais, là, tu vois, je suis en watercut. Il y a 3 athlètes qui sont venus me poser la question. Comment tu le ressens un petit peu qu'est-ce qui ouais. se passe ou alors, comme je fais tout le temps mes retours en marchant, tu vois, ou en faisant autre chose. Putain, je t'entends toujours marcher. Tu marches combien de pas par jour, etc. Est-ce que tu sens réellement une différence, etc., etc. Et au final, les mecs ou les meufs commencent vraiment à se mettre, à s'y intéresser, à s'y mettre, etc. Donc vraiment, il y a ce truc de, il le fait, donc ça a de l'effet, tu vois. Et de toute façon, nous on le voit à la salle, du coup, il y a quand même 15 personnes, 14. Là, Ouais, je crois que ça monte à 17. ok, ouais. À partir de ça. Donc il y a quand même du monde et tu vois, au départ, ça nous trollait un peu en mode on faisait du cardio. Ouais. Et en fait, tu as des mecs qui étaient même très fermés au truc, Qui commencent un qui peu commencent quand même à se dire, genre, ils en sont peut-être pas au point où ils en font eux-mêmes, mais genre, ils sont déjà plus ouverts à l'idée que ça peut vraiment être utile. Tu vois. Et je pense que ça, c'est un truc, tu vois, on en revient un peu à la question d'avant pour les coachs, tu vois, mais faire. Ouais. Je pense que c'est le truc le plus important parce que tu auras beau être un nerd du truc et savoir expliquer de la meilleure manière du monde pourquoi ce que tu préconises, faut le faire. Ouais. Si tu le fais pas, en fait, ça va pas, ça sonne creux, tu vois. Genre, si on est là à dire. Essaie de faire des muscle-up. Est-ce que tu sais faire des muscle-up, Evan? On a déjà fait un. Wesh. Est-ce que tu chicken sur ton muscle-up ou pas? Non. Non, juste le soir. Bon, voilà, du coup, est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur ça, sur le cardio ou pas? Non. On fait le tour. Ouais. Est-ce que y a une question spicy là qui vous vient ou est-ce qu'on termine le podcast comme il se doit? T'avais une question spicy en attendant. Non, mon frère, Non, pas de question spicy. Question spicy, qu'est-ce que vous pensez de ma coupe? Je me suis fait. Alors, l'investissement marketing est zinzin pour vous faire penser à liker la vidéo. Il s'est fait une coupe de pouce. Espèce de chien. Non, mais. Imagine te faire flinguer ta tête pour payer 40 €. Non, ça, c'est bon. Et en plus, faire une compétition. Et en plus, bencher 200 le lendemain, tu vois. Enfin, c'est légendaire. Bref. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, dire quel goût en commentaire. Et 5 fois quel goût en commentaire. Si jamais vous avez envie qu'on discute un petit peu plus de vos cas personnels, que vous stagniez, que vous régressiez, que vous ayez mal, que vous ayez envie de voir autre chose, n'hésitez pas à nous contacter directement en DM, donc, ou directement sur nos profils, seront directement en légende, c'est pas en légende, comment on dit, en bio, en commentaire de YouTube, je sais pas comment ça s'appelle, et sinon directement sur le site internet qui est également disponible en description. Voilà, exactement, mais je suis un boomer, c'est pour ça. Et puis voilà, tout simplement. Bisous.